Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Londres, le 24 décembre 1942, la veille de Noël, Christmas. Une fête dans le monde entier, mais qui en Angleterre a plus d'importance qu'ailleurs. Merry Christmas. Joyeux Noël dans ce pays humide et froid, dont le brouillard qui enveloppe les maisons et les hommes, leur donnant un aspect de légende. Christmas dans le blackout, car c'est la guerre. Il n'est pas question d'illuminer la ville menacée par les bombardements. C'est la fête tout de même, dans les immeubles protégés par des sacs de sable, derrière les fenêtres peintes en bleu, pour ne pas laisser filtrer la lumière des ampoules électriques. Autour d'un arbre de Noël sont réunis des marins de la France libre. La plupart sont privés de la présence de leur famille. En regardant les guirlandes, les cheveux d'ange, ils pensent à leurs femmes, à leurs enfants restés en France occupée. Le général de Gaulle est là. Il est venu les réconforter de sa présence, leur dire quelques mots d'encouragement. Il ne reste pas longtemps. Ses occupations l'appellent à son bureau. Il sort, il regagne sa voiture, un officier s'approche et lui apprend la nouvelle. L'amiral Darlan vient d'être assassiné à Alger. De Gaulle relate ainsi l'événement dans ses mémoires. Sortant d'une séance d'arbres de Noël de nos marins, j'appris la mort de l'amiral Darlan. Celui qui l'avait tué, Bonnier de la Chapelle, s'était fait l'instrument des colères exaspérées qui mettaient autour de lui les âmes en ébullition, mais derrière lesquelles peut être remuée une politique décidée à liquider un expédient temporaire après l'avoir utilisé. L'expédient temporaire, c'est le mot utilisé par le président Roosevelt pour justifier, après le débarquement américain en Algérie, l'accord signé avec Darlan, le chef des forces armées du gouvernement de Vichy. Quant à cette séance d'arbres de Noël de mes marins, quel joli mot, cette séance, le jour de l'assassinat d'un amiral. Une séance bien pensante, rassurante, une œuvre de charité, oui, comme tous les arbres de Noël, mais surtout, une bonne œuvre. Les conjurés d'Alger, en tuant Darlan, venaient de débarrasser la France libre d'un terrible rival. L'assassinat de l'amiral Darlan est un dossier extraordinaire en raison du comportement de l'assassin et de la manière dont cet assassin a été jugé puis exécuté alors qu'il s'attendait à être félicité et probablement décoré. L'assassinat de l'amiral Darlan est aussi un événement extraordinaire parce qu'il ne pouvait pas ne pas se produire. Pourtant, le hasard, et vraiment le hasard, la maladie du fils de Darlan, y joue un rôle essentiel. Ainsi, parfois, l'histoire est faite de bien curieuses contradictions. Quelle était la situation en cette veille de Noël 1942 ? Hitler venait de remporter ses plus grandes victoires. Il était quasiment maître de l'Europe, sauf de l'Angleterre et de la Russie. En France, plus de zones libres. Depuis le mois de novembre, tout le territoire était occupé. Mais Noël 1942, c'est aussi le premier arrêt imposé par les Alliés aux conquêtes nazies. Les Américains ont débarqué au Maroc, en Algérie. Les blindés de Rommel ont été freinés par Koenig à Bir Hakeim, puis stoppés par Montgomery à El Alamein. L'Afrique, le continent de l'avenir, regarde maintenant du côté de la liberté. Et Alger. Alger est libre. Alger en 1942, c'est encore la France, une armée préservée par le général Weygand et prête à rentrer dans la guerre. Elle débarquera bientôt en Italie aux côtés des Américains. Or, qui commande à Alger ? Les Américains ? Non. Ils ont voulu laisser le pouvoir aux Français sur leur territoire. Alors, les Français libres ? Le général de Gaulle de Londres ? Non plus. Le chef à Alger, celui avec lequel se sont entendus les Américains, c'est l'amiral Darlan, chef des forces armées du gouvernement de Vichy, dauphin du maréchal Pétain. Une situation que certains jugent intolérable, qui va conduire à la préparation, puis à l'exécution
de l'assassinat de l'amiral. Que fait le général de Gaulle quand il apprend le 24 décembre la mort de Darlan? Il envoie immédiatement un télégramme au général Giraud, désormais le chef à Alger, en lui demandant de le rencontrer le plus vite possible. Réponse de Giraud: non, la présence du général de Gaulle n'est pas souhaitée à Alger. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, par une succession de faits inouïs. Un drame familial d'abord, absolument étranger à la politique. Une conspiration ensuite. Je devrais dire plutôt 2 ou peut-être 3 complots. Un meurtre enfin, auquel se mêle une intrigue policière. Cela commence le 13 octobre 1942. Ce jour-là, Alain Darlan, le fils de l'amiral, se sent fiévreux. Il est inspecteur d'assurance et arrive de Bizerte. Il loge chez un ami de son père, l'amiral Fénard, Villa Sidi Aloui, à Alger. Il se couche de bonne heure, pensant à une indisposition passagère. La fièvre monte, dépasse 40, on appelle le médecin, diagnostic, poliomyélite. Il faut le transporter d'urgence à l'hôpital et lui donner du sérum. Le traitement paraît efficace. Bien qu'il ait ses 2 jambes paralysées, Alain Darlan semble hors de danger. Ses parents, qui habitent Vichy, sont accourus à son chevet. Sa mère est restée près de lui. Son père, en raison de ses hautes responsabilités, est reparti sur les bords de l'Allier. Le 3 novembre, brusquement, l'état du malade empire. Le 4, l'amiral Fénard prévient son père par le fil direct de la marine. « Excuse-moi de te déranger personnellement, mais Alain? Oui, ça ne va pas? Il fait une rechute? Je crois qu'il faudrait que tu viennes. Écoute, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Je te dis, ça ne va pas bien. Ta femme et moi, nous pensons que ta présence... Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Depuis ce matin, il est dans le coma. Quelques instants plus tard, un officier du cabinet téléphone au colonel Chassin pour lui demander de mettre un avion à la disposition du chef des forces armées. Dans les milieux bien informés, on parle d'un convoi américain qui, sur l'Atlantique, se dirige vers l'Afrique. Le colonel Chassin pense donc à tort que le voyage de Darlan est lié aux événements en cours. Il s'arrange pour piloter lui-même l'avion afin de pouvoir y participer. Darlan, lui, ne pense qu'à son fils mourant. D'ailleurs, les renseignements qu'il possède sur le fameux convoi américain sont faux. Le service secret des États-Unis a trompé tout le monde, les Allemands, les Alliés, et même ses propres troupes. Et de 3 façons, en préparant l'installation d'une base en Gambie, avec distribution aux soldats de vêtements de style équatorial, puis par l'opération Solo One, destinée à faire croire à une invasion de la Norvège, enfin par Solo Two, avec l'occupation de Dakar. L'amiral, donc, à peine arrivé à Alger, se rend directement à l'hôpital auprès de son fils, sans voir aucune personnalité militaire ou politique. 3 jours plus tard, le 8 novembre à l'aube, la 34e division d'infanterie américaine débarque sur la plage de Sidi Ferruche, près d'Alger. On a souvent affirmé que Darlan était venu pour retourner sa veste. Erreur. Son fils Alain, une seconde fois sauvé, part à New York s'y faire soigner. L'amiral écrit au président Roosevelt pour le remercier de l'accueillir. Je vois l'intervention de la Providence dans la maladie de mon fils. Sans elle, je n'aurais pas quitté la France et je serais probablement aujourd'hui prisonnier des Allemands. Le 13 novembre, après 5 jours de négociations compliquées entre les chefs militaires français et les Américains, l'amiral Darlan, à l'issue d'une conférence à l'hôtel Saint-Georges, est nommé haut commissaire pour l'Afrique du Nord. Il prend le pouvoir. Eisenhower débarque d'une forteresse volante pour ratifier les accords qui viennent d'être conclus. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Quoi? C'est le dauphin du maréchal Pétain, le maître à Alger? En accord secret avec le maréchal, sans doute. La France, sur les ordres de Darlan, rentre dans la guerre aux côtés des Alliés. Serait-ce la fin de Gaulle à Londres? C'est en tout cas le début des complots à Alger. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. La France a 3 amiraux. Esteva, qui n'a jamais connu l'amour, Darlan, qui n'a jamais connu la mer, et le vrai loup de mer, qui a bourlingué toute sa vie et n'a jamais connu Darlan. Voilà l'histoire qu'on raconte. Darlan, amiral de la flotte en 1940, à 59 ans, est un homme politique, on le dit de gauche et franc-maçon.
En 1941, il est vice-président du Conseil des ministres de Vichy. Au début de 1942, ayant renoncé à la collaboration, il a été remplacé par Laval. La France combattante le déteste. Son intronisation, écrit sous stèle, nous atteignait comme un soufflet au visage. Dans un café d'Alger, des résistants sont attablés. L'un d'eux lève son verre. À ta santé, à la tienne, à la mort de Darlan. Oui, l'amiral à la flotte. On trinque, et voilà les surnoms qu'on lui donne. La planche pourrie, le putois puant des Anglais, la bête noire des conjurés, le vichiste des vichistes, le diable, le traître, Alice au pays des merveilles. Mais il y a plus sérieux que les propos de café. Les complots se préparent et se discutent à voix basse et en petit comité incognito. Le comte de Paris a reçu la lettre. Je pense. On la lui a apportée il y a 2 jours à Rabat. Il n'y a qu'à attendre. Vous savez ce qu'écrivent les présidents des conseils généraux à Darlan ou rien? Oh, je ne suis pas de cet avis. Laissez-moi parler. Cette lettre d'accord, elle est mal faite, embrouillée. Elle prouve tout de même qu'il y a dans ce pays une majorité pour obtenir la démission de Darlan et son remplacement. Alors, le prince? Pourquoi pas? Le comte de Paris répond, si on fait appel à lui, il ne se dérobera pas, mais sans poser la question du régime, sans faire œuvre de prétendant. Le 1er décembre, il envoie un délégué à Alger qui rencontre le chef des conjurés, Henri d'Astier, des policiers qui souhaitent l'instauration d'un régime d'ordre, et même le vénérable de la loge, sans compter quelques Israélites groupés autour d'un certain Alexandre. Le prince peut-il se rendre lui-même à Oujda? Évidemment. Le 10, ce n'est pas trop tôt. Je pense que c'est possible. Comment passera-t-on la frontière? Nous aurons de faux papiers pour vous. Et arrivé à Alger, ne vous inquiétez de rien, nous nous occupons de tout. Nous avons un permis de circulation. Vous serez logé en ville par des amis. Cela paraît rocambolesque. Henri d'Astier, pourtant, disposait de moyens, un corps franc, de 300 jeunes gens aventureux décidés à tout, et l'appui de son frère, le général François d'Astier de la Vigerie, chef d'état-major du général de Gaulle à Londres, qui, le 19 décembre, lui a porté 35 000 $ dans une valise. Cela pouvait toujours servir. Seulement voilà. L'amiral Darlan donne des ordres pour que le général reparte dardard en Angleterre. Les présidents des conseils généraux, qui devaient mettre Darlan en demeure de se retirer, font la sourde oreille. Enfin, surtout, le comte de Paris veut consulter Eisenhower, évidemment défavorable à cette entreprise, pour le moins risquée. L'affaire étant manquée, le prince prit prétexte d'une atteinte de paludisme pour retourner au Maroc. Les conjurés ne s'avouent pas vaincus. Si on ne peut pas se débarrasser de Darlan en obtenant sa démission, en lui forçant la main, eh bien tant pis, on emploiera les grands moyens. Le 20 décembre, rue Charras, une rue de la ville blanche où la vie et le soleil se donnent rendez-vous même l'hiver, des jeunes gens du corps franc sont réunis. L'un d'eux prend la parole, debout, pour être plus convaincant. L'amiral a collaboré pendant 2 ans avec l'Allemagne. Il n'est pas qualifié pour occuper le poste qui lui est attribué. Après ce qui vient de se passer, j'ai compris. Il s'installe pour durer, il faut le détruire. Un silence suit cette déclaration. Son auteur a 20 ans. C'est un étudiant en droit, le teint mat, les yeux brûlants. Sa mère est italienne et vit à Gênes, la signora della Capella. Son père, M. Bonnier, est journaliste à Alger. Il a réuni les 2 noms de ses parents pour en avoir un bien à lui, un nom de guerre, un nom de héros, Bonnier de la Chapelle. Mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire? C'est très simple. Nous allons tirer au sort un exécuteur. Deuxième silence. Il ne s'agit pas là d'une réunion de gangsters préparant un mauvais coup, combinant une affaire qui rapportera de l'argent. Il s'agit de conjurés jeunes, beaux, purs. Une réunion du sacrifice. On tire au sort. Un premier garçon est désigné, il se récuse. On recommence. Un deuxième garçon est désigné. Il se récuse. On recommence. Un troisième garçon est désigné. Il accepte. C'est Fernand Bonnier de la Chapelle. Le voici maintenant embrassant sa fiancée, lui disant « À bientôt ». Cette jeune fille habite le même immeuble qu'Henri d'Astier. En sortant, le jeune homme croise un abbé, l'abbé Cordier, un des collaborateurs de d'Astier, qui loge chez lui. En fait, cet abbé mobilisé est lieutenant et travaille pour les renseignements généraux. « Je voudrais vous parler, mon lieutenant. Mais quand vous voudrez, mais maintenant je suis assez pressé.
« J'aurais besoin d'un entretien avec vous pour mettre en ordre ma conscience. » « Eh bien, accompagnez-moi jusqu'au bureau de la police. » Nous ne saurons évidemment jamais ce que se sont dit, chemin faisant, cet abbé militaire et Bonnier de la Chapelle. Secret de la confession. En 1945, le Figaro a publié un témoignage accusant l'abbé d'avoir fourni le revolver à un Bubi automatique 7,65 après en avoir essayé un autre qui s'enrayait. Cordier a démenti formellement. On peut en tout cas imaginer que le prêtre, après avoir entendu les aveux anticipés bien sûr du jeune homme, lui a donné par avance l'absolution. Bonnier de la Chapelle avait besoin d'autre chose. Le plan du palais d'été où se trouvait le bureau de l'amiral. Version d'un témoin, le plan lui a été donné gribouillé sur un papier chez Dastier. Le 24 décembre, celui-ci déjeunait au restaurant Le Paris en compagnie de son fils et d'un jeune engagé du corps franc, Fèvre, au premier étage. Au rez-de-chaussée déjeunait Cordier. Fèvre dit à Astier: « Vous savez que j'exploite une ferme dans les environs. Ça vous ferait plaisir d'avoir une dinde pour Noël ?»« Ah, ça ne se refuse pas. Si vous voulez, après le café, allons-y. »« Merci, mais je ne suis pas libre, mais mon fils peut vous accompagner. » En sortant du restaurant, Fèvre rencontre Bonnier. « Où vas-tu ?»« Au palais d'été. »« Monte, je te déposerai en passant. » Les trois jeunes gens embarquent dans la Citroën noire de Fèvre qui bientôt stoppe devant le palais. C'est, a-t-on prétendu ensuite, la preuve qu'Henri d'Astier ignorait l'attentat qui se préparait. Il était 14h30. Fernand Bonnier de la Chapelle se présente devant l'huissier. « Je voudrais voir Monsieur Jox. Il n'est pas arrivé, si vous voulez entrer dans le salon d'attente. » Bonnier y entre, puis en ressort. Il gagne le hall afin de surveiller l'arrivée de l'amiral. 15h15, voici Darlan. Le jeune homme tire sur lui à bout portant. L'amiral tombe sans dire un mot. On accourt, on se précipite sur Bonnier. Celui-ci tire pour protéger sa fuite. Il blesse un officier, le commandant Ourcade, et crie « Je me rends !» Ensuite, tout va très vite. Trop vite. Un policier, que nous appellerons Monsieur G, en raison de son attitude, interroge le meurtrier. Je tiens à préciser que j'ai agi complètement seul. Qui vous a remis le plan du palais? L'abbé Cordier. Et le pistolet? Cordier. Et Monsieur Dastier? Monsieur Dastier n'a jamais été au courant de mon action personnelle. Je sais seulement qu'il a rencontré récemment le comte de Paris. C'est l'aveu du complot monarchiste. Monsieur G dresse ce procès-verbal. Il songe qu'un tel document pourra plus tard, si un putsch réussissait, si Henri d'Astier devenait ministre de l'Intérieur, être utile à sa carrière. Alors Monsieur G enferme le procès-verbal dans un coffre sans le montrer à personne. Dans sa prison, Bonnier de la Chapelle s'inquiète. Pourquoi ne vient-on pas le délivrer? On le lui avait promis. En quelque sorte, il se considérait en service commandé. Il rédige une carte de visite qu'il demande à Monsieur G de porter à Cordier chez Henri d'Astier, de rue Lafayette. Intervenez tout de suite. Je sais que c'est absolument nécessaire, j'ai pleine confiance en vous. Il faut agir vite, très vite. D'accord, promet Monsieur G. Je l'envoie à l'instant. Mais la carte rejoint le procès-verbal dans le coffre du policier. Le lendemain, jour de Noël, le tribunal militaire permanent d'Alger se réunit. Les avocats de Bonnier demandent un supplément d'information. Demande rejetée. Fernand Bonnier de la Chapelle est condamné à mort. Il signe un recours en grâce. Mais qui était qualifié pour se prononcer? Le général Noguès, membre du Conseil impérial? Le général Giraud? Noguès décide de rejeter le recours en grâce. Dans la nuit de sa cellule, Bonnier hurle « Mais j'ai accompli mes promesses! Contiennent celles qu'on m'a faites !» À l'aube, l'aumônier se présente. Fernand Bonnier de la Chapelle comprend. Il est abandonné de tous. Il tombera sous les 12 balles réglementaires du peloton d'exécution. Dans la matinée, funérailles de l'amiral Darlan. Le général Giraud, son successeur,
s'agenouille devant la dépouille de l'amiral. Le comte de Paris fait savoir au conseil impérial qu'il se met à sa disposition pour occuper tel poste qu'on croirait pouvoir lui confier dans le gouvernement. Il n'en est plus question. Le 10 janvier 1943, Henri d'Astier, l'abbé Cordier et M. G, dont on a découvert la complicité, sont arrêtés. À l'arrivée du général de Gaulle en Afrique, Henri d'Astier est libéré et reçoit la Croix de guerre avec palme, la médaille de la Résistance, puis il est nommé membre de l'Assemblée consultative. L'abbé Cordier, libéré également, reçoit la Croix de guerre assortie d'une punition de 60 jours d'arrêt de rigueur. Monsieur G, pour crime de forfaiture, est mis à la retraite. Enfin, le 21 décembre 1945, la Cour d'appel d'Alger annule la condamnation à mort de Fernand Bonnier de la Chapelle. 4 jours avant ce nouveau Noël. 3 ans après son exécution. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.